Allez, c'est parti. Bonjour à tous. On attaque la review. On commence avec Nexus AG. Bon, j'avais déjà enregistré la review. Je la refais. J'ai déjà enregistré il y a un petit moment, donc je me souviens pas totalement de ce que j'ai fait. Donc on va reprendre de zéro parce que j'arrive pas à l'upload. Donc je sais qu'on commence par Nexus. Donc Nexus qui est proposé par Pierre dans le secteur de la santé. Donc Pierre qui connaît très bien le secteur de la santé. Alors, globalement, c'est une société qui est divisée en trois. Donc, on a une partie de la société qui est basée sur les systèmes de diagnostic. Ensuite, on a Nexus Psychiatrie. En gros, c'est un système. Bon, là, il dit système d'information pour les institutions psychiatriques. Donc, voilà, c'est assez spécifique quand même. Faudrait qu'on ait peut-être plus d'infos sur le système de diagnostic, voir un peu comment ça fonctionne. Est-ce qu'on est sur des rentes ponctuelles, des rentes régulières, Nexus 1, et ensuite on a Nexus Riang, je sais pas comment ça se dit, donc qui est un système d'information pour les établissements de réadaptation. Voilà, donc c'est assez spécifique quand même. On est quand même sur des niches, hein, globalement, à part peut-être pour le système de diagnostic, mais sinon, tout ce qui va être psychiatrie et les établissements de réadaptation, c'est quand même assez précis. À voir si les clients, c'est plutôt des clients publics ou alors plutôt des clients privés, des instituts privés par exemple, ou les deux. Donc, faudrait vraiment essayer de détailler un petit peu ça sur Nexus AG. Donc, pour ça, eh ben, on peut tout simplement aller sur le site de Nexus. Euh, bon, là, c'est en allemand, alors je vais peut-être pas trop m'en sortir. Mais voilà, le but serait d'aller sur Nexus, regarder un petit peu les comptes de résultats, les résultats, hein, euh, etc., etc. Bon, là, c'est en allemand, j'y arriverai pas. Mais voilà, bon, globalement, la démarche, c'est ça, hein, de essayer d'aller voir un petit peu comment fonctionne le business de l'entreprise. Peut-être que Pierre nous fera un petit complément pour Nexus. Je pense que les fondamentaux sont bons. Effectivement, ils ont l'air, on va voir ça après. Ok, donc c'est plutôt assez bien réparti, même si à hauteur de 50%, c'est Nexus ROE. Donc c'est lequel celui-là? Hop. Nexus 2, c'est le premier. Nexus 10, c'est le système de diagnostic. Et donc là, ça doit être celui qui est sur la psychiatrie, peut-être. Donc on a quand même Nexus ROE là qui lead, hein, un petit peu le business de l'entreprise. Et puis, mais globalement, c'est quand même plutôt bien réparti, hein, 30%, 45, 22, bon voilà. C'est pas trop mal. On a des delta qui augmentent, c'est intéressant. On va essayer d'aller voir ça, vente par activité. On n'a pas beaucoup plus d'infos. Alors, est-ce que dans les actionnaires, on a qui? Par ok, on a du Amundi, on a du Crédit Mutuel, on a du Allianz. Ok. Tesla Capital. Est-ce qu'on a des gens qui sont dans les administrateurs? Pas forcément, ou alors par une société. Ok. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. On est quand même sur de l'actionnariat européen, donc c'est plutôt intéressant. C'est assez local, hein. Si on regarde en termes de répartition géographique, on voit qu'on est beaucoup sur de l'Europe, très majoritairement. Donc voilà, il faut savoir que c'est une société qui sera euh, centrée sur l'Europe. Ensuite, euh, on va quand même aller regarder un petit peu les finances. Alors, on a des marges, comme vous pouvez le voir, qui augmentent, hein, qui ont stagné là sur le dernier exercice, mais rien de grave. Globalement, on a des marges qui augmentent. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, que ce soit marge nette ou marge d'exploitation. Donc ça, c'est positif. On a aussi un chiffre d'affaires qui augmente. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, ce que j'aime bien aussi aller regarder sur Zone Bourse, c'est le leverage. Là, on n'a pas d'infos dessus. En 2023, il y a 0,04. Donc il est faible. C'est dommage qu'on n'ait pas d'autres données avant ça. On va aller regarder un petit peu ce qu'on a sur Guru Focus. Hop, j'étais sur Hermès. Nexus.
Nexus. Et on va quand même aller taper AG. Ouais, ok. Alors, 56,30, 55,9. Elle a dû monter un petit peu là. Hop, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, je suis sur l'ordi portable donc j'ai pas forcément. Ouais, effectivement, là, il y a une petite variation du cours, mais rien de bien grave. On a une belle courbe de la GF Value. Alors, pour les concurrents, je veux que je les connais pas. Donc, il faudrait essayer d'identifier des concurrents directs. Et puis voilà. En termes de profitabilité, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, mais ça reste une bonne rentabilité avec un ROE qui bat un petit peu de l'aile quand même par rapport à l'historique. On est sur des données qui sont pas exceptionnelles. On est sur un ROE de 10%. Donc un return on equity de 10%, ce qui est correct, ce qui n'est pas non plus exceptionnel. En termes de santé financière, par contre, on a l'air quand même d'avoir une très très belle position. Et effectivement, si vous regardez le cash par rapport à la dette, c'est assez exceptionnel. La rentabilité des capitaux investis, elle est pas extrêmement élevée. On est sur du 2-1%. Ça a pas mal baissé depuis le Covid. Vous voyez qu'on a eu un pic au Covid et puis là ça baisse un petit peu. Donc comme une grosse partie du secteur du médical, avec la conjoncture économique actuelle, on a un petit peu de mal. Après, je pense que ce sur quoi mise Pierre, c'est aussi la baisse des taux, etc. etc., etc. Donc ça reste une très belle société. Le dividende a l'air, ouais, a l'air très safe, 14% le payout. Et vous voyez que la part du cash flow qui est utilisée pour le dividende est assez faible. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Ok, c'est Rest of Europe. Ok. Germany, Diagnostic System. Ok. RE, c'est. Ok. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas par activité réellement. Euh, mais voilà. Le CAPEX, ça reste correct. La part du cash flow. C'est une belle société. Là, de ce que je vois, Nex AG, c'est une belle société. Faudra avoir un détail un petit peu plus important du business model et puis essayer d'avoir un petit peu les perspectives, la guidance qui a été donnée par l'entreprise, mais c'est une très belle société. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, généralement, tu en proposes deux, Pierre, voilà. Alors, obic.co. Alors, je connais pas non plus. Avec Pierre, on a toujours des petites surprises. Donc, potentiellement, action japonaise. Ok. Donc, plutôt pour du CTO. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ça va merder parce que j'ai pas d'abonnement. Enfin, faut que je me connecte euh, sur Zone Bourse, on fera ça après. Alors, une société de technologie de l'information, donc on est sur de la tech, opère dans trois secteurs d'activité. Le secteur de l'intégration de systèmes, qui est engagé dans la fabrication et la vente de systèmes d'information complets pour les clients. Ok, donc ça à détailler, pareil. Là, pour l'instant, en lisant ça, j'ai pas beaucoup plus d'infos. Secteur du soutien des systèmes est engagé dans la fourniture de services de maintenance du matériel et de soutien opérationnel des systèmes. D'accord. Donc, ils proposent aussi des services qui vont avec finalement leurs produits, très potentiellement. Le secteur de la bureautique est engagé dans l'achat et la vente d'équipements généraux et de produits informatiques. Ok, bon, c'est assez diversifié quand même dans leur secteur. Assez large ce qu'ils font. Système de support, système d'intégration, office automation. Donc là, je juge qu'avec les données que j'ai là, j'ai pas assez d'infos pour, euh, pour connaître l'entreprise. Donc, donc je vais faire des recherches un petit peu plus approfondies. Donc là, c'est en anglais, on va tenter ça. Alors, consulting growth. Ok. Donc ça a l'air très centré sur le Japon. On n'a pas de répartition géographique. Bah si, Japon. Japon à hauteur de 100%. Vous le voyez, justice, pour ça qu'on n'a pas de graphique. Euh, ok, bon, les résultats financiers, il faudra les voir. Ok. Donc on a une guidance qui est aussi plutôt liée quand même à l'écologie. Ça se voit tout de suite sur le site.
Donc c'est plutôt une bonne chose si on regarde sur le site plus en détail. Listing, outline. On va aller voir un petit peu. Ah, relation investisseur aussi, on pourra aller regarder ça. Ok, ça on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ok. Alors, système d'intégration. Ok, donc on est sur des softwares. Donc c'est basé sur l'analyse finalement des besoins des clients, des checking into full. Ça a l'air quand même très spécifique, lié au marketing, avec des produits comme le Obix 7 là. Donc ça a l'air très spécifique. Après, euh, globalement, là, avec les infos qu'on a, Financial Headlines. Ok, bon, c'est en progression, il n'y a pas grand chose à dire. On va plutôt aller voir là ce qu'on a d'autre. Alors, famille Noda dans l'actionnariat. Ok, et on voit que les administrateurs, c'est les fondateurs et donc la famille Noda. Donc ça, c'est plutôt positif. Et le dirigeant, bah, c'est plutôt ça, c'est plutôt positif pour moi en termes d'actionnariat. Euh, Elle est possédée par la famille Noda à hauteur de 10%, par la société Obic à hauteur de 12% quasiment. Ensuite, on a pareil les deux fondateurs qui sont encore au capital en plus de la famille. On a du BlackRock, on a du Mitsubishi, on a encore du BlackRock, du Goldman Sachs. Donc pour moi en termes d'actionnaire, c'est plutôt positif. Hop, ensuite, on va aller voir ce qui se passe par là. Ok. TSE, on est plutôt là. Ok, il y a 11 good signs, un severe warning. On ira voir ça après. Une très belle courbe de la Jeff Value. Ok, donc on est sur Oracle, mais Oracle Corp Japan, donc c'est pas la même. Obic Shift Inc, faudrait voir ce qu'ils font. On ira voir graphiquement. Ah, d'ailleurs, pardon, mais Nexus, il faudrait que j'aille le voir techniquement après, on ira voir ça. C'est une société. Non, on est plus là, pardon. Oula, je me perds. Alors, très bonne rentabilité. Et on se rapproche des 20% sur le RE et le ROCE. On a des très belles marges qui sont en progression. RAS, rien à dire, une très belle santé financière. Hop, il y a zéro endettement, c'est magnifique. Le dividende, ça a l'air d'être très correct. La rentabilité des capitaux investis, on est sur du 15%, c'est beau. Il n'y a pas grand chose à dire. 47% de payout, attention, par contre, par rapport à l'historique, c'est très élevé. Donc à surveiller quand même, c'est en forte augmentation, donc à surveiller quand même. Mais globalement, ça reste très très positif. Très belle société. En termes de valo, on est sur de la tech, donc ça à prendre en compte. On est sur un P ratio de 33 avec un growth rate qu'on va jauger à hauteur de 10%, que ce soit pour le BPA ou pour les revenus. Donc, potentiellement, je juge là qu'on est un peu élevé, moi personnellement, euh, en termes de valo. Après, ça a quand même pas mal corrigé. Pas mal corrigé. Donc, on va quand même aller regarder ce qui se passe. C'est c'est une société de la tech, donc généralement, bon, c'est vrai qu'elles sont quand même un peu survalorisées par rapport au reste du marché. Hop, on va juste taper ça. Et elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a techniquement? C'est à très long terme, si on, si on recule, à très long terme, c'est haussier, il n'y a pas de souci avec ça. On pourrait avoir une sorte de trend, une zone de recharge, qu'on a d'ailleurs break à mon avis à la baisse là. Si on... Hop, hop, hop. Ouais, on était plutôt comme ça à mon avis. Un truc plutôt comme ça. Là, on est quand même plutôt en dessous, comme vous pouvez le voir.
pourrait se mettre à peu près comme ça. Voilà. Donc on a quand même pas mal baissé, on remonte, et là effectivement, indicateur assez intéressant quand même, c'est qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Donc c'est assez intéressant, il faudrait qu'on réintègre au-dessus de la moyenne 50 périodes, et ensuite on a quand même deux gros order blocs vendeurs à surmonter. Donc il y a quand même une grosse zone vendeuse à franchir. Après, en termes de RSI, on est quand même repassé au-dessus de la moyenne mobile, comme vous le voyez. Donc, on repasse un peu plus en achat qu'en vente. Et puis, on est quand même plutôt en zone de survente. Donc ça à prendre en compte. Ça à prendre en compte. Elle est descendue à combien, pardon? Elle est descendue à 20 000 et elle est à allez, 22 000, on va dire. Je la, je la trouve quand même un chouille cher. Potentiellement, surtout si les anticipations sont correctes en termes de croissance. Donc c'est vrai que j'aurais préféré un PI ratio aux alentours des 25 par exemple. Voilà. Mais très belle société comme d'habitude, hein, de toute façon. Et d'ailleurs c'était pour un renforcement CTO valeur détenue depuis 7 ans. Ah, magnifique. Renforcer une seule fois, 200% en 2020. Et tu voudrais doubler ta ligne. Tu voudrais doubler ta ligne. Bah, je pense qu'il faudrait le faire peut-être progressivement. Je connais pas assez bien la conjoncture au Japon pour avoir une idée claire, parce que c'est quand même 100% Japon. Toi, Pierre, tu dois quand même mieux maîtriser le sujet Japon, la conjoncture économique, etc., etc. Donc globalement, si la conjoncture économique s'améliore et bonne au Japon, effectivement, c'est peut-être pas bête de commencer à racheter sur ces zones-là. Voilà, et puis d'attendre peut-être de voir comment on passe les paliers suivants, quoi. Mais doubler en un coup, je sais pas si. Ça me paraît pas forcément être une super idée. Depuis 7 ans, renforcer. La doubler ma ligne. Ouais. Personnellement, je pense que je le ferai progressivement sur ce dossier-là. Après, ça reste un très très beau dossier, hein. Avec la tech, on sait quand même jamais. Après, elle a pas l'air d'être. Bon, il y a eu des cycles quand même. Depuis 2012, ça pousse, quoi. Donc, je vais la mettre aussi en watchlist. Et puis, comme ça, on la surveillera. On la surveillera. Ah non, pardon. C'est pas. Euh, Watchlist TTO. Ok. Je la mets en watchlist, comme ça on pourra surveiller. Euh, D'ailleurs, sur les dernières, on a quand même Resmed qui repart bien à la hausse, hein, qui a cassé le gap baissier, qui est repassé au-dessus. Plutôt intéressant. Maintenant, on n'a plus qu'à franchir là l'order block vendeur. Et on pourrait aussi potentiellement. On a cassé. On a cassé ça. Donc c'est plutôt joli. Euh, c'est plutôt joli. Resmed là pour l'instant intéressant. Fornox, on en est où? Ça monte aussi. Pas grand chose à dire pour l'instant. Et puis Caterpillar pour Pierre aussi, on a break. Je sais pas si tu avais vu là dans les. Je l'ai mis dans les analyses techniques, mais on a break notre toute petite tendance baissière là. Donc voilà. C'est assez intéressant pour Caterpillar aussi. Ensuite, ensuite. Ça fait combien là? Je vais juste noter. On est à 15,27. Je vais me le noter quelque part. Non, pardon, on n'est pas à 15,27. On est à combien là? Hop. On est à. On est à combien? Oh, c'est pas marqué. Aïe, ah si. On est à 20 minutes d'enregistrement. Donc je vais noter 20. Comme ça, je vous mettrai les tickers. Et on enchaîne. Alors, 3 captures d'écran pour Maxime. Avec mes positions et mes points d'entrée. J'aimerais ton avis. Est-ce un échec d'entrée? Est-ce que j'ai été impatient et j'aurais dû attendre le passage des élections? Quel axe d'amélioration je dois avoir? Enfin, en fait, le passage des élections, c'est un peu spéculatif. Donc,
en soi, je préfère quelqu'un, même si je spécule aussi là-dessus, je préfère quelqu'un qui se base sur la valeur fondamentale d'une entreprise que quelqu'un qui va se baser sur uniquement, bah là il y a les élections législatives, tu vois, enfin en plus personne n'avait forcément prédit ce qui allait se passer, donc voilà. Quel axe d'amélioration je dois avoir pour mes prochaines entrées? Quelle variable je dois prendre en compte pour mes sorties? Alors. GTT 132 pour un point d'entrée. Euh, on va peut-être pas les faire une par une, mais on va quand même en regarder certaines. Euh, alors, alors c'est simple. On va pas toutes les faire. Euh, on va commencer par Veralia, on fera GTT, etc., etc. Alors, hop, Veralia. Donc, par exemple, personnellement, quand je repère une action comme Veralia, donc là, je sais que les résultats ont été mauvais. Donc, moi, personnellement, j'avais placé un stop loss à partir du moment où on allait break le support qui est juste ici. Voilà. Personnellement, je suis rentré sur ces zones-là. Je ne sais plus exactement où. Euh, bon, mon point d'entrée, je ne l'ai plus exactement. Donc là, Veralia, on a des perspectives qui sont pas géniales. On a des perspectives qui sont pas géniales et on a des résultats qui sont pas top non plus. Donc effectivement, le marché réagit à la baisse. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de définir, c'est est-ce que c'est des perspectives qui sont très long terme, qui sont mauvaises, ou est-ce que c'est un marché qui peut se reprendre? Et est-ce que c'est une boîte qui fonctionne bien, qui fondamentalement euh, est bonne? Donc on va aller regarder ça. Hop, Xpar Veralia. Alors. Donc Veralia, effectivement, on est quand même sur une société qui va pas monter constamment hein, et qui va être aussi dépendante de la conjoncture économique, de la conjoncture des autres secteurs. Là, en l'occurrence, le secteur des liqueurs, puisque Veralia, c'est une société qui fabrique des emballages en verre. En l'occurrence, les perspectives sont pas très bonnes en ce moment, sont même pas bonnes, donc ça baisse. Donc finalement, pour Veralia, le but, ça va être d'acheter l'action sur des niveaux qui sont intéressants et sur des niveaux où on a des perspectives qui vont être intéressantes, qui vont être un petit peu plus positives qu'à l'heure actuelle, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que personnellement je suis sorti et que pour l'instant j'envisage pas forcément de re-rentrer dessus. Donc voilà pour Veralia. Ensuite, ensuite, ce que je vais regarder personnellement, c'est la valorisation. On va prendre l'exemple de GTT. Donc GTT, par exemple, pour moi, les fondamentaux sont bons, etc., etc., etc. Donc j'aimerais bien rentrer sur GTT parce que juste que les perspectives sont bonnes, l'hydrogène c'est un secteur d'avenir, etc., etc. Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même eu une baisse de la rentabilité sur l'historique, donc je vais le prendre en compte. Ensuite, ce que je regarde quand même, c'est les perspectives de croissance qui sont assez intéressantes. Je regarde ces perspectives de croissance-là, je regarde la qualité de la profitabilité, je regarde la santé financière qui est exceptionnelle, on n'est pas endetté, on a un revenu qui est plutôt croissant dans la globalité et je juge qu'à long terme, c'est des perspectives de croissance qui sont intéressantes. À l'heure actuelle, on est sur un PI ratio de 24-25. Mais en revanche, si on prend en compte le PEG, on est sur du 5,32. Alors là, je relativise parce que je me dis que le PEG, il ne prend pas forcément en compte toutes les données à l'heure actuelle. Donc, je ne vais pas forcément beaucoup le prendre en compte. Donc, on a un PI ratio de 24-25. Et si je regarde par rapport au earnings power value, on est quand même sur des niveaux qui peuvent être intéressants par rapport aux perspectives. Donc je vais aller regarder ensuite techniquement. Je tape hop GTT, hop là. Et GTT, techniquement, là c'est plutôt intéressant. On a break, effectivement. Donc toi tu es rentré à 132, donc why not. Effectivement, si tu es rentré sur la cassure là, ça peut être positif. C'est un élément positif hein, qui peut nous indiquer que ça peut repartir potentiellement à la hausse. Après, on a une grosse zone vendeuse avec deux gros order blocs vendeurs. Et donc là, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est qu'on vienne les passer petit à petit. Pour l'instant, on voit qu'on a le haut du gap qui nous sert de résistance.
Donc pour moi, prochain indicateur, cassure du haut du gap, retest et on repart à la hausse. Personnellement, sur GTT, je patiente parce que j'ai déjà une position avec un PRU euh, qui me semble tout à fait correct. Et si je devais recharger pour l'instant GTT, effectivement, là, on a vu que par rapport à l'ancienne hausse, hop, on est revenu dans la Golden Zone. Donc on avait une zone assez intéressante là aux alentours des 120 hein, potentiellement. Moi personnellement j'ai rechargé plus haut parce que je voulais augmenter la taille de ma position. Et là, à l'heure actuelle, si je devais recharger, ben, j'attendrais des zones un petit peu plus basses aux alentours des 120, 110, etc. etc. Sachant que je dois avoir un PRU qui doit être aux alentours des 100, 110. Donc effectivement, là, investir sur la cassure d'une résistance, c'est pas une mauvaise démarche. C'est pas une mauvaise démarche. Après, là, on est quand même sur une situation qui est très vendeuse. Donc, personnellement, je patiente pour l'instant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que tu nous disais GTT, Dassault Systèmes. Dassault Systèmes. Hop, hop, t'as investi à 34,35. Alors, non, c'est intéressant ce que t'as fait ouais, sur Dassault. T'as investi sur support. Donc, je pense un premier jet. Et puis, effectivement, bah, si on devait aller chercher plus bas pour Dassault, Dassault, personnellement, j'y vais très progressivement. Pourquoi Parce que, dans un premier temps, la conjoncture fait que je préfère être prudent sur Dassault. Mais aussi parce qu'on a une valo qui est quand même assez élevée pour Dassault. Je vous en ai déjà parlé. Si on regarde en termes de G-value, on semble sous-évalué. En revanche, si on regarde un petit peu déjà, je vous en parlerai après, mais depuis 2022, on est quand même en tendance baissière, donc il faut être prudent hein, sur ce genre de dossier. On ne peut pas racheter toutes les baisses, hein, sinon on fait comme, euh, comme du Atos où on se retrouve sur du négatif assez exponentiel. Mais là, si on regarde, on a quand même un PI ratio de 42, on est sur une boîte de latex, ok, et on a un PEG de 2. Je relativise parce que c'est inférieur à ce qu'a connu l'historique de la société, mais quand même, ça me paraît être une valo un peu élevée, donc je suis prudent. Voilà. Moi personnellement, j'ai identifié des zones d'achat là, donc je suis rentré dans ces zones-là, hein. Et puis maintenant, je patiente un petit peu et je garde du cash pour pouvoir réinvestir si jamais on venait à aller chercher plus bas, ce qui est tout à fait possible au vu de la conjoncture. Voilà, ça c'est ma stratégie moi, personnelle pour Dassault Systèmes, et j'investis progressivement, c'est-à-dire que mon premier jet, il va être plus petit que mon deuxième jet, qui va être plus petit que mon troisième jet. Voilà. Voilà pour Dassault. Air Liquide 166. Donc tu as un PRU à 166. Alors Air Liquide c'est particulier, hein. Moi je considère que la valo, le juste prix pour du Air Liquide c'est aux alentours des 150. Après c'est jamais bête de commencer à rentrer sur du Air Liquide. En revanche, là, moi, personnellement, ce que je vais attendre, c'est la résolution du triangle. Donc, est-ce qu'on va casser à la baisse notre support ou est-ce qu'on va casser à la hausse notre résistance? Donc, la résistance en rouge, le support en noir. Donc, je patiente un petit peu euh, vis-à-vis de ça, hein. Et puis, je serais très intéressé, effectivement, pour recharger aux alentours des 150. Et puis, ensuite, pourquoi pas, aux alentours des 140. Après, du air liquide, ça reste quand même très positif. On a un système de récompense des actionnaires qui est très positif aussi, etc. etc. LVMH, LVMH. T'as pas un mauvais point d'entrée, je pense. Je vais regarder ça. Hop. Alors, sachant que là, pour l'instant, t'as des points d'entrée qui sont court terme. Et il faut savoir que la performance de ton portefeuille, elle va aussi se faire sur le long terme. Donc là, tu vois, on a break, potentiellement à la hausse. Donc il va falloir qu'on confirme tout ça. Mais effectivement, ce qui aurait été intéressant là, c'est peut-être d'attendre le bas du gap hein, potentiellement, sachant qu'on avait pas mal de probabilités quand même d'aller le toucher. Bon après ça change pas beaucoup, c'est pas dramatique, t'es quand même sur une zone qui est plutôt acheteuse. Par contre effectivement sur ces valeurs là qui en ce moment sont un petit peu malmenées, que ce soit au niveau conjoncturel ou au niveau de la bourse, eh ben, il faut un petit peu patienter. Là avec Burberry effectivement on a eu une alerte sur des résultats du luxe hein, globalement hein, qui inquiète un petit peu le marché.
Donc il faut quand même être assez attentiste pour l'instant sur ce genre de dossier. Mais c'est pas une mauvaise chose d'être rentré. Maintenant, il faut que tu gardes du cash, surtout dans une période un petit peu incertaine comme celle-là. Interparfum, tu vois là par exemple, sur ITP, je pense que il faut, je pense que tu es rentré en une fois. C'est bien quand même de rentrer en plusieurs fois. Donc tu es rentré aux alentours des 39, donc potentiellement là sur le support, on a cassé là actuellement le support. C'est pas grave, on tient un autre support à 38, donc ton point d'entrée pour l'instant il n'est pas mauvais sur Interparfum. Interparfum par contre c'est pareil, il faut y aller progressivement. C'est pour ça que j'ai pas encore une grosse position personnellement sur Interparfum et que je rentre vraiment avec des petites positions par rapport à la taille de mon portefeuille. Euh, Parce qu'on est quand même sur une valo euh, avec un PEG de 1,07, donc ce qui est raisonnable, mais on pourrait encore continuer d'aller chercher plus bas, surtout pour ce genre de business model là. Mais je considère que tu es quand même sur un joli point d'entrée. Alors, par contre, ce que je comprends pas. Ouais, bon. Moins 22%. Ah non, ah ok, tes points d'entrée ils sont là, pardon. Ok. Donc, ah oui, t'es rentré à 50 sur Interparfum, par contre, t'es rentré qu'en une fois. Donc, effectivement, sur Interparfum, tu vois, là, t'avais d'autres opportunités pour rentrer. Un petit peu plus bas, pour recharger, pour étoffer finalement ta position. Et ça, faut le faire en plusieurs fois. Dassault Systèmes, t'es à 36, ok. Téléperformance, je vois ce que tu joues. 109. Alors, c'est longtemps que j'ai pas regardé le graphique de TEP. TEP. Hop, téléperformance. Ok, je sais pas. On est quand même descendu très bas sur téléperformance. On a break la tendance baissière, donc c'est plutôt positif là graphiquement. Hein. Plutôt positif. Donc voilà, tu l'as joué, hein, tu joues un peu contre le marché. Bon, écoute, ça c'est un choix, hein. Mais c'est pas mal. Equasense, t'es rentré à combien? Après, Equasense pour moi c'est du long terme, donc même là t'es rentré à 60 si je dis pas de bêtises. Ouais, t'es rentré à 60. Equasense, EQS, il est là. Donc Equasense, là par contre, ton point d'entrée, je pense que c'était le support qui était là. Ok. Et tu vois là, tu aurais pu recharger progressivement en définissant tes zones de recharge à l'avance, en fonction de la valo de l'entreprise, hein, par exemple. Donc Equasense, elle est quand même très largement pour moi sous-évaluée, euh, de par la conjoncture, etc. etc. Faut pas s'en inquiéter, hein. Mais voilà, peut-être que la démarche là, peut-être que ce que tu pourrais améliorer, c'est distinguer plusieurs points d'entrée plutôt qu'un unique point d'entrée. Et voilà, et bien de baser sur la valo des entreprises. Faut essayer d'éviter de surpayer un dossier. Mais voilà. Après, globalement, pour moi, tu as des belles sociétés, hein. LVMH, Interparfum, Equasense. Tu as du Air Liquide, tu as du Dassault, du GTT. Hop. Bon, Atos, personnellement, là, je crois que ça a bien remonté Atos d'ailleurs. Donc, peut-être l'occasion de vendre finalement. Pour l'instant, moi, je trouve qu'on n'a pas assez de visibilité sur le dossier. Quoique, elle n'est pas tant remontée que ça. Bon, en termes de pourcentage, ça doit faire beaucoup quand même. Mais Atos, c'est pas le genre de société qui m'intéresse, hein, pour l'instant. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est sûr que c'est tentant de jouer ça, mais bon, voilà. Veralia, t'as dû rentrer récemment. Donc là, ça a un peu rebaissé. Veralia, je vous refais un petit point. Hop. Veralia, on est là, vous voyez, potentiellement sur une zone de distribution. Hein, donc juste là, donc ça peut commencer. euh, Hop, les zones de distribution, voilà, bon, c'est des zones où on sait il y a de la distribution entre les acheteurs et les vendeurs, etc. etc. Mais là, moi, pour l'instant, sur Veralia, j'attendrai des éléments conjoncturels, des éléments macro et des éléments micro aussi, hein, qui viennent de la société, de leurs résultats, etc., qui sont un peu plus encourageants avant de re-rentrer sur le dossier. Je vous l'ai déjà dit, donc voilà. Donc voilà pour Maxime. Variable à prendre en compte, donc des zones d'achat, hein, qui se basent sur l'aspect technique mais aussi sur la valo de l'entreprise.
les fondamentaux, les perspectives, etc., etc. Donc bien lire les résultats. Quel axe d'amélioration je dois avoir pour mes prochaines entrées? À mon avis, les partitionner. Voilà, parce que là, tu rentres, je pense, peut-être d'un coup. C'est pas un échec, t'as un beau portefeuille quand même. Bon, Atos, pour moi, quand on a l'occasion, il faut virer. Est-ce que j'ai été impatient et j'aurais dû attendre le passage des élections? Pas forcément. Voilà. Très bonne image, j'aime bien. Pour Atos, ok. AXA. AXA et Scylla. Alors, AXA, donc moi j'ai vendu AXA. Watchlist. Elle doit être en watchlist maintenant. Ok. AXA. AXA, moi j'ai vendu donc aux alentours de la zone un petit peu vendeuse, juste ici, hein, donc une zone de long terme, hein, si on regarde, voilà. Mais pour l'instant, ça reste haussier AXA. Donc voilà, moi je voulais être liquide, hein, et puis je trouve qu'à l'heure actuelle, on va aller vérifier ça, mais c'est longtemps que j'ai pas regardé AXA. C'est un petit moment maintenant. AXA X par. Elle est là. En termes de valo, voilà, je trouve qu'on est un peu surévalué en ce moment sur AXA. Après, on a une belle progression là. Quoique, PEC de 0,72. Après, c'est surtout par rapport à d'autres données. Pour moi, pour l'instant, je préfère attendre un petit peu sur AXA. Je trouve qu'on a d'autres sociétés qui ont des fondamentaux qui sont un petit peu meilleurs. Euh, voilà, je pense que AXA, en termes de profitabilité, maintenant, on fait mieux à l'heure actuelle. Donc, j'ai préféré sortir. Par contre, je suis sorti parce que si j'avais une belle plus-value sur le dossier et que je voulais sécuriser cette plus-value. Ensuite, on a Essilor que j'ai en watchlist aussi. Elle est là. Donc voilà. Essilor, là, on est en train de break potentiellement le petit support qu'on a là. Et puis, une zone intéressante pour moi serait l'order block acheteur qui est juste là. Donc voilà pour Essilor, une société que je reprendrai très certainement en portefeuille. Hop, ça fait combien de temps qu'on enregistre les copains? Ça fait 30. Donc je vais mettre 35. 35 et 38. Là, on a. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Petit point sur Arkema. Arkema. Arkema, je crois qu'on a fait la fonda il n'y a pas si longtemps, non? Oh, ça n'a pas l'air si mal, Arkema. Je sais plus ce qu'ils font. Ah. Acteur majeur des matériaux de spécialité, ok. Coating solution, matériaux avancés. Alors, c'est un secteur d'activité que je connais pas forcément bien. Parce que je ne m'y suis pas forcément intéressé. Pour moi, la rentabilité, elle est moyenne, elle se dégrade un petit peu. On a une santé financière qui est plutôt correcte, voilà, pas exceptionnelle, un revenu en croissance, une rentabilité des capitaux investis qui est pour l'instant nulle sur le dernier exercice. Et moi, j'aime pas forcément quand on a des stagnations comme ça en termes de, notamment de GF value, ça montre qu'on est un peu cyclique. Arkema. Non, c'est pas celle-là que je voulais.
Arkema, on serait plutôt potentiellement là sur une zone acheteuse qu'on est déjà venu tester. Faudrait pas qu'on la casse, sinon ce serait mauvais signe. On a cassé quand même pas mal de... On a quand même cassé un support assez important. Voilà, pas forcément un support de très long terme. Et on pourrait identifier voilà, une zone plutôt acheteuse en partant de là. Hop, jusqu'ici. Une zone plutôt vendeuse. Donc ça a l'air de stagner, mais on a quand même une droite de régression qui a l'air plutôt en hausse. Voilà, pour Arkema, ça a l'air assez cyclique. On pourrait être sur un bas de cycle. Donc à voir. Ça peut se jouer. Je connais pas assez bien le dossier. Novo Nordisk, elle est aussi en watchlist. Oula, c'est ultra haussier Novo Nordisk, pardon. On est, voilà, effectivement, vis-à-vis du diabète, etc., ça pousse pas mal. Il n'y a pas grand chose à dire. Techniquement, c'est très haussier, hein, voilà. Après, on pourrait peut-être regarder en termes de valo. Alors, Novo Nordisk. Bah si, je l'avais. Qu'est-ce qu'il me fait? Alors ouais. Bon, en termes de G value, déjà on semble un peu surévalué. On a quand même un PEC de 2,81, donc ça semble pour moi, il y a quand même beaucoup de spéculation sur ce dossier, donc je patienterai. Personnellement, je patienterai sur Novo Nordisk. Hop, on est à combien là? On est à... Donc je vais mettre 40 pour Novo. Je le fais pas au fur et à mesure, alors... hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? UNH d'attendre la... Oui, c'est mieux. UNH d'attendre la résolution. Oula, mais c'était pas ça là. Ouais, effectivement, Loan, pour UNH, vaut mieux attendre. Et là, j'aimerais bien connaître ton avis sur Moulin Vest. Partouche. Roche et Richemont, si tu as le temps. S'il te plaît. Alors, Richemont. Je me demande si ça n'a pas eu des news récemment. Ouais, ça. Richemont. Ok, ouais, bon. Les résultats, chiffre d'affaires à peu près stable. Faudrait essayer de détailler un peu plus. Le repli, c'est 27% pour la zone Chine, Hong Kong et Macao. Bon, ça se passe pas très bien en Asie-Pacifique apparemment. Ils ont été impactés par les effets de change. Bon, voilà. Globalement, Richemont, on va les regarder techniquement. Oup. On a quand même break notre petite tendance là. Voilà. On est en train de travailler un peu à l'horizontale là pour l'instant. On a une zone plutôt vendeuse ici, une zone plutôt acheteuse là. Personnellement, j'attendrais plutôt un retour sur la zone acheteuse. Et en termes de fonda, Richemont. Non, c'est CFR, ok, le ticker. Donc là, on est bon. Ouais, on est bon. Ok. Bon, la fonda est bonne, hein, sinon on l'avait déjà regardé. Richemont, donc je veux pas vous la refaire. Hein. Euh, hop, la valo est un peu élevée quand même. Donc voilà, globalement pour Richemont.
Et Roche. Roche, je l'ai analysé récemment, je crois. Euh, Roche, Roche, Roche. ROG. Ok. Hop. Bah. Alors. Pourquoi il me la met pas? Non, mais moi je veux la Suisse. Pourquoi je l'ai pas là? Moi je trouverai pour Roche et puis je te referai un point. Hop. Un Roche, ouais, c'est plutôt aussi là pour l'instant. Ouais, qu'on repasse au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes. Je pense qu'il va coïncider avec l'order bloc vendeur. Et puis là, ce serait génial. Puisqu'à moyen terme, on était quand même assez baissier. Donc, voilà pour Roche. Euh, Partout, je que je regarde. Et Moulin Vest, j'ai vu. Cyprien Moulin Vest. Alors, Moulin Vest. Alors, oula, c'est belle tendance baissière pour Moulin Vest. Belle tendance baissière. Une rentabilité pas terrible. Un PEC de 0,74, ok. Ah, on a quand même un cash qui augmente. Donc on a quand même un rapport cash to dette qui est intéressant. Et on a une belle croissance du revenu. Ça a un peu baissé sur le dernier exercice. Après, si ça baisse, c'est qu'il y a une raison. Donc je connais pas bien le dossier, donc je pourrais pas te dire. Mais si ça baisse, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que pour l'instant, des indicateurs d'une potentielle reprise? Eh ben, pas vraiment. Pour l'instant, moi, il n'y a rien qui m'indique qu'on va repartir à la hausse. Après, là, du coup, y a pas photo, il faut aller lire les résultats, essayer de comprendre ce qui va pas, etc., etc. Donc voilà. Pour Moulin Invest, allez, moi, je vous souhaite une bonne semaine, et puis n'hésitez pas, je reste dispo si vous avez des questions.